En juin 2014, une équipe de chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention s'est lancée dans un projet de grande envergure. Ils voulaient répondre à une question simple mais insaisissable. Quel est l'aliment le plus sain de la planète? Ils ne cherchaient pas d'opinion, ils ne cherchaient pas de tendance, ils cherchaient des données concrètes. Ils ont pris 47 des super-aliments les plus courants, des fruits et légumes qu'on nous dit de manger tous les jours. Et ils ont mesuré exactement la quantité de potassium, de fibres, de protéines, de calcium, de fer, de thiamine, de riboflavine, de niacine, de folate, de zinc et de vitamine A qu'ils contenaient. Ils ont également mesuré la vitamine B6, la vitamine B12, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Chaque aliment a été évalué en fonction des nutriments fournis pour 100 calories. Les résultats furent choquants. Le chou frisé, chouchou de tous les magasins d'aliments naturels d'Amérique, a obtenu un score de 49 sur 100. Les épinards, le légendaire bâtisseur de muscles, ont fait bien mieux, avec un score de 86. Les myrtilles, vantés comme le super-aliment antioxydant ultime, n'ont obtenu que 11. Mais tout en haut de la liste, seul avec un score parfait de 100 sur 100, se trouvait une plante que la plupart des Américains modernes n'ont jamais goûtée. Ce n'était pas une baie exotique de l'Amazonie, ce n'était pas une racine des Hautes-Andes. C'était une humble feuille verte et poivrée qui pousse dans les cours d'eau froids et peu profonds de l'hémisphère nord, le cresson. Selon l'analyse scientifique la plus rigoureuse jamais menée par le gouvernement américain, le cresson est l'aliment le plus riche en nutriments sur Terre. Et pourtant, si vous entrez aujourd'hui dans un supermarché américain typique, vous ne trouverez probablement pas. Vous verrez des murs de choux frisés, vous verrez des pyramides de pommes. Mais le roi de la nutrition est invisible. Pourquoi? La réponse n'est pas une conspiration. La réponse est bien plus intéressante et bien plus tragique. C'est l'histoire de la façon dont nous avons construit un monde moderne qui a privilégié une métrique spécifique par-dessus toutes les autres. Et comment cette métrique a accidentellement effacé le meilleur aliment que nous ayons. C'est l'histoire du fantôme dans le rayon des fruits et légumes. Pour comprendre ce que nous avons perdu, il faut remonter à une époque où cette plante n'était pas un fantôme. Il faut remonter aux rues brumeuses et maculées de charbon du Londres victorien. Au milieu des années 1800, Londres était le cœur battant de la révolution industrielle. Mais c'était un endroit brutal pour les pauvres. La classe ouvrière vivait de pain, de thé sucré et de graisse bon marché. La malnutrition était généralisée. Le scorbut, causé par une carence en vitamine C, était une menace constante dans les bidonvilles. Cependant, les Victoriens avaient une arme secrète. Ils l'appelaient le pain du pauvre. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève sur la Tamise, des centaines de vendeurs de rue se déployaient à travers la ville. C'étaient souvent des enfants, certains âgés d'à peine 5 ou 6 ans, pieds nus dans le froid, portant des paniers en osier remplis de bottes de cresson frais et verts. Le cri de Fresh Creases, Fresh Water Creases était la bande-son du matin londonien. Il résonnait sur les murs de briques des usines et des immeubles. Pour un seul penny, un ouvrier d'usine pouvait acheter une grosse botte. Et dans cette seule botte, il obtenait plus de fer qu'une portion d'épinards, plus de calcium qu'un verre de lait et plus de vitamine C qu'une orange. C'était un miracle nutritionnel. Les Victoriens appréciaient tellement le cresson qu'ils construisirent des infrastructures juste pour nourrir la ville. Dans le Hampshire, à 80 km de là, de vastes réseaux de lits de gravier furent creusés dans les ruisseaux crayeux. Ce n'étaient pas des marais boueux, c'étaient des fermes aquatiques sophistiquées, à l'eau cristalline. L'eau devait être constamment en mouvement, jaillissant des aquifères souterrains profonds et riches en minéraux, s'écoulant à travers les lits pour maintenir les plantes croquantes et douces. Ils construisirent même une ligne de chemin de fer, la Midlands Railway, spécifiquement pour acheminer rapidement ce légume périssable des ruisseaux à la ville. Elle était connue localement sous le nom de Watercress Line. Imaginez, une société qui appréciait un légume à tel point qu'elle construisit un chemin de fer juste pour le transporter. Le système était efficace. La récolte était coupée à 4 heures du matin, chargée sur le train à vapeur à 6 heures et vendue dans les rues de Londres à 8 heures. Du ruisseau froid au sandwich de l'ouvrier en 4 heures, c'était le système original de la ferme à la table. Et puis le monde changea. À l'aube du XXe siècle, les populations explosèrent. Les villes s'étendirent, s'éloignant des lignes de chemin de fer. Les systèmes alimentaires locaux qui avaient nourri l'humanité pendant des milliers d'années commencèrent à être mis à rude épreuve.
Nous avions besoin d'une nouvelle façon de nourrir des millions de personnes qui vivaient à des centaines, parfois des milliers de kilomètres de la ferme la plus proche. Nous avions besoin d'une solution d'ingénierie. En 1894, la Burpee Seed Company nous en donna une. Elle lança une nouvelle variété de laitue dérivée de la Batavia française. Elle était dense, elle était pâle. Elle formait une boule serrée et dure de feuilles qui ressemblait plus à un chou qu'à une laitue. Ils remarquèrent quelque chose de remarquable. On pouvait la jeter dans une caisse, la recouvrir de glace pilée et l'expédier dans un wagon de la Californie à New York. Et quand elle arrivait une semaine plus tard, elle avait exactement le même aspect que le jour où elle avait été cueillie. Parce qu'elle était expédiée sous des monticules de glace pilée, ils l'appelèrent iceberg. La laitue iceberg était une merveille technologique. Ce fut le premier légume à se comporter comme un produit manufacturé. Elle ne flétrissait pas, elle ne s'abîmait pas, elle s'empilait parfaitement dans les caisses. Elle était uniforme, prévisible et durable. En 1919, les Américains consommaient 4,1 livres de laitue par personne et par an. Au milieu des années 1950, la consommation est passée à 14 livres par habitant. L'iceberg était devenu le légume le plus consommé en Amérique. Puis vinrent les véritables innovations. Whirlpool a développé le refroidissement sous vide dans les années 1950, éliminant la chaleur des champs immédiatement après la récolte. L'emballage sous atmosphère modifiée a suivi. Dans les années 1960, la laitue iceberg pouvait rester fraîche jusqu'à 28 jours. Pensez-y, vous pouviez cueillir une laitue dans la vallée de Salinas en Californie, la mettre dans un train, la stocker dans un entrepôt, la conduire à un supermarché et la laisser dans le réfrigérateur d'un client pendant 1 mois avant qu'il ne la mange. C'était le saint graal du système alimentaire industriel émergent. Les supermarchés adoraient l'iceberg. C'était un faible risque, c'était un profit élevé, c'était l'inventaire parfait. Mais le cresson? Le cresson était un cauchemar. Le cresson est composé à 93% d'eau. Ses tiges sont creuses. C'est une plante aquatique qui dépend de la pression de l'eau pour rester droite. Dès que vous le coupez du ruisseau, il commence à mourir. Il commence à flétrir en quelques heures. Même avec la meilleure réfrigération, sa durée de conservation est d'environ 2 à 3 jours, peut-être 5 si vous avez de la chance. Dans le nouveau monde du transport routier longue distance et des centres de distribution centralisés, le cresson était un fardeau. Il ne pouvait pas survivre au voyage. Il flétrissait à l'arrière des semi-remorques. Il se transformait en bouillie sous les lumières fluorescentes des présentoirs de supermarchés. Ce n'est pas une petite différence. C'est une différence de 10 fois en durée de conservation pour un système de distribution alimentaire bâti autour d'entrepôts centralisés. Cette différence fut décisive. Les supermarchés avaient besoin de produits qui pouvaient rester sur les étagères sans flétrir. Ils avaient besoin d'une apparence uniforme. Ils avaient besoin d'un approvisionnement prévisible. Le cresson a échoué à tous les tests. Lorsque la ligne de chemin de fer du cresson a fermé en 1963 suite aux coupes Beeching, le cresson ne pouvait plus faire le voyage du Hampshire à Londres. Le transport routier prenait plus de temps. Les camions réfrigérés aidaient, mais le cresson arrivait toujours flétri sur les bords. L'iceberg prospérait. Il était expédié de Californie à New York sans problème. Il s'empilait parfaitement. Il avait l'air frais pendant des semaines. Alors, le système a fait un choix. Il n'a pas choisi en fonction de la saveur. Il n'a pas choisi en fonction de la santé. Il a choisi en fonction de la logistique. Nous avons remplacé le légume qui a obtenu 100 sur 100 par un légume qui a obtenu 7. C'est le score réel que la laitue iceberg a reçu dans l'étude des Centers for Disease Control and Prevention. 7, pas 70. 7. La laitue iceberg est composée à 96% d'eau. Les feuilles intérieures pâles, la partie que la plupart d'entre nous mangent réellement, ont été protégées du soleil, ce qui signifie qu'elles ne contiennent presque pas de chlorophylle, peu de vitamines et très peu d'antioxydants. C'est essentiellement de l'eau croquante. Mais c'était pratique, et au XXe siècle, la commodité était reine. Dans les années 1980, 90% des producteurs de cresson de Grande-Bretagne avaient abandonné. Les 1000 acres qui nourrissaient l'Angleterre victorienne ont été réduits à 150 acres. Aux États-Unis, le cresson n'a même jamais eu sa chance. Il a été relégué au rang de garniture, une brindille verte sur une assiette élégante que l'on poussait de côté pour atteindre le steak. Nous avons échangé la nutrition contre la durée de conservation. Nous avons échangé l'aliment le plus complexe chimiquement de la nature contre un conteneur d'expédition biologique. Et le coût de cet échange ne devient clair que maintenant.
Quand nous parlons du régime alimentaire moderne, nous parlons généralement de sucre et de graisse, mais nous parlons rarement de l'absence de densité. Nous mangeons plus de calories que jamais, mais nous mourrons de faim de nutriments. Nous avons rempli nos assiettes d'aliments qui ont été sélectionnés pour leur durabilité, leur taille et leur douceur, mais dépouillés des composés amers et complexes que nos corps ont évolué pour désirer. Le cresson est riche en un composé appelé isothiocyanate de phénéthyle. Il donne à la plante son goût poivré. Dans les études en laboratoire, ce composé s'est avéré capable de supprimer le développement des cellules cancéreuses. C'est un puissant médicament. La laitue iceberg n'a rien de tout cela. Elle est sûre, elle est fade, elle est vide. Lorsque le CDC a publié cette étude en 2014, les journalistes se sont précipités pour trouver les quelques producteurs de cresson restants dans le monde. Un agriculteur, dont la famille cultivait le cresson dans les mêmes ruisseaux crayeux depuis des générations, a simplement ri. Nous le disons aux gens depuis des années, personne n'écoute. La classe ouvrière victorienne n'avait pas besoin d'une étude du CDC. Ils savaient que le cresson gardait leurs enfants en bonne santé. Une botte pour le petit déjeuner fournissait plus de nutrition que tout autre aliment qu'ils pouvaient se permettre. L'Angleterre victorienne avait des chemins de fer qui transportaient le cresson du Hampshire à Londres en 4 heures. L'Amérique moderne a des entrepôts qui conservent les produits pendant 2 semaines avant qu'ils n'atteignent un magasin. Le système a changé, et le cresson, non. La tragédie n'est pas que nous ayons arrêté de manger du cresson. La tragédie est que nous avons oublié pourquoi nous en mangions. Les Victoriens n'avaient pas de spectromètre de masse, ils n'avaient pas d'études gouvernementales, mais ils avaient un lien avec la terre. Ils savaient que lorsqu'ils se sentaient faibles, que leurs enfants avaient l'air pâles ou que l'hiver traînait trop longtemps, ils avaient besoin du pain du pauvre. Ils ressentaient l'effet dans leur corps. Nous avons perdu ce sentiment. Nous nous fions aux étiquettes et au marketing. Et parce que le cresson n'a pas de budget marketing, et parce qu'il ne rentre pas parfaitement dans un contenant en plastique à clapet, il reste invisible. Mais il n'est pas éteint. Les ruisseaux sont toujours là. La plante pousse toujours tranquillement dans les endroits sauvages et humides du monde. On peut encore le trouver sur les marchés de producteurs ou dans les rayons spécialisés des épiceries haut de gamme. Il ne paie pas de mine. C'est généralement une petite botte coûteuse, enveloppée d'un élastique, l'air un peu fatigué. Il coûte 4 $, alors que la laitue iceberg à côté coûte 2 $. Mais ne vous fiez pas au prix. Ne vous fiez pas aux feuilles flétries. Cette humble plante est une survivante. C'est un rappel que le meilleur aliment n'est pas celui qui est le plus joli sur Instagram ou celui qui reste frais le plus longtemps dans votre réfrigérateur. Le meilleur aliment est celui qui lutte pour rester en vie. Le système a optimisé la mauvaise variable. Il a optimisé pour le camion, pas pour l'humain. Mais vous n'êtes pas un camion. Vous êtes un organisme biologique qui a besoin de carburant. Et le meilleur carburant sur Terre vous attend si vous êtes prêt à le chercher. Les systèmes optimisent ce qu'ils mesurent, pas ce qui compte. Nous avons mesuré la durée de conservation. Nous avons mesuré la transportabilité. Nous avons mesuré le coût par livre. Nous avons oublié de mesurer la nutrition. Le légume qui obtient 100 sur 100 est devenu un article de spécialité caché dans les bacs d'angle des marchés de producteurs. Le légume qui obtient 7 sur 100 est devenu le légume vert le plus consommé en Amérique, empilé en pyramide dans chaque épicerie. Ce n'est pas un échec du cresson, c'est un échec des métriques que nous avons choisi d'optimiser. Le cresson n'a pas disparu parce qu'il était inférieur, il a disparu parce que le système que nous avons construit mesurait les mauvaises choses. La prochaine fois que vous serez au rayon des fruits et légumes, passez devant les pyramides de pommes brillantes, passez devant les murs de laitue iceberg emballés dans du plastique. Allez au coin et trouvez le cresson. Il pourrait ne pas durer 1 mois dans votre réfrigérateur, il pourrait flétrir si vous ne le mangez pas rapidement. Mais c'est là le but. Il est vivant et il attend de vous aider à vous sentir vivant, vous aussi. Si cette histoire a changé votre façon de voir les légumes verts dans votre panier d'épicerie, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous nous engageons à découvrir l'histoire et la santé que le monde moderne a essayé d'enfouir. Réapproprions-nous notre lien avec la nature ensemble. La prochaine découverte arrive bientôt.